Bonsoir à toutes et à tous, c'est les 20h Magazine. Ravi d'être avec vous ce soir et dans les titres de ce journal magazine. Les premières gouttes de pluie sont tombées ce matin dans la capitale. C'est le retour de la Dame Pluie et la Mételsat annonce de fortes pluies. Il faut dès l'instant déboucher les canalisations, s'écarter des zones à risque pour ne pas se retrouver les pieds dans l'eau. Les 4 mois qui suivent s'annoncent particulièrement pluvieux. On fait le point tout de suite dans ce journal. Et le grand format de ce soir revient sur les conséquences économiques de la guerre d'agression rwandaise. Haricots, viande fraîche, la charcuterie de Goma, très prisée à Kinshasa, les prix sont multipliés par 5 voire plus. Qu'ils rentrent chez eux, lancent certains commerçants depuis la ville de Goma. Les détails également dans un instant dans ce journal. La journée internationale de la paix, c'est chaque 21 septembre. La RDC aspire justement à la paix. Focus ce soir sur les enfants et personnes vulnérables touchés par les conflits armés. Nous recevons ce soir Liliane Teni, vice-présidente de l'association Sans Frontières. Bienvenue à tous, tout de suite l'actualité. C'est un rendez-vous annuel, la ville de New York, point de convergence des dirigeants de la planète où va se tenir la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé sur place à New York. On fait le point avec Giscard Koussema de la presse présidentielle. Suivez. La semaine du 22 septembre, le dirigeant de la planète se réunit ici à New York à l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Pour célébrer ses 80 ans depuis sa création, l'Organisation des Nations unies a choisi les thèmes « Mieux ensemble », plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Et comme à l'accoutumée en pareille circonstance, la ville de New York a sorti son dispositif de règlement routier spécial pour le différent cortège présidentiel. C'est sur ces entrefaites que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé la nuit de ce dimanche ici à New York. Accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru, le chef de l'État a pris ses quartiers dans Manhattan en attendant d'entamer une semaine de travail très chargée aux Nations unies. Désigné vice-président de l'Assemblée générale cette année, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a la lourde tâche de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement et de présider certaines réunions des commissions des Nations unies. Il est donc membre du bureau de l'Assemblée générale, un organe qui aide le président à coordonner les travaux, à établir et à organiser l'ordre du jour des sessions et à superviser l'application du règlement intérieur. Les rendez-vous annuels des chefs d'État intervient cette année dans un contexte très particulier, marqué par des tensions géopolitiques à travers le monde, des remises en cause du multilatéralisme et des crises sécuritaires. À partir du mardi 23 septembre, les différents chefs d'État vont défiler à la tribune du Palais des Verts pour leur discours. Et comme le veut la tradition, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, sera le premier à ouvrir les balles. Et le même jour, dans la soirée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra la parole à son tour pour son grand oral, le 6e de la série. Son discours est tout aussi très attendu au regard des avancées significatives obtenues par le chef de l'État grâce à sa diplomatie de paix en faveur de son pays, la République démocratique du Congo. Cette Assemblée générale est aussi l'opportunité offerte au chef de l'État d'intensifier son plaidoyer à l'international pour la reconnaissance du Génocoste. C'est dans ces cadres qu'est prévu un grand événement ici à New York avec le Fonarev en marge de cette Assemblée générale. Direction la ville portuaire de Matadi, où le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, a visité les travaux de modernisation du port de Matadi dans le Congo central. Sur place, les terminales MCTC se modernisent et changent de visage. Images et commentaires. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement a parcouru les travaux en cours d'exécution par la Société de génie civil Eiffage de pied 5 au 7, passant par la base vie et la centrale à béton. Rien n'a échappé aux yeux du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo qui a apprécié à sa juste valeur l'avancement normal des travaux de ce projet de haute facture pour la République.
À l'issue de ces tests qui se sont avérés concluants, nous avons échangé sur les progrès que nous réalisons dans la modernisation du port et du terminal MCTC. Nous avons pu l'éclairer sur les progrès réalisés ainsi que les points pour lesquels nous avons besoin de collaborer avec l'ensemble des acteurs portuaires pour finaliser le projet. Voilà pourquoi le vice-premier ministre a assisté aux manœuvres d'accostage aux pieds 4 et 8 du navire MSC Haïti 2, long de 180 mètres, réalisé avec succès. Ils ont en fait ici souhaité à ce que nous puissions intégrer aussi dans les cas du projet, surtout en ce qui concerne la connexion avec le chemin de fer. Une occasion pour l'équipe dirigeante de MCTC de présenter au vice-premier ministre Bemba le master plan du nouveau terminal à conteneurs. Enfin, le management de MCTC a exprimé sa profonde gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa vision éclairée, son leadership et son appui constant permettant de réaliser ce projet structurant au bénéfice de la province et de la nation tout entière. Pour qualité-prix, la régie des eaux y travaille, mais comment y arriver? Il faut réduire au maximum les pertes en eau potable. La direction régionale Kinshasa-Est a procédé à la mise en arrêt de son usine de traitement d'eau de Ndjili pour justement réaliser des travaux de réparation de 2 grandes fuites d'eau. Serge Merlin-Mata et Abdoulaye Bongo. Des équipes, des techniciens de la direction régionale, la régie des eaux Kinshasa-Est, ont été déployés tout le matin au niveau du boulevard Lumumba, plus précisément au quartier Salongo, à Limete. Sur l'avenue Liboké par exemple, là où la première grande fuite d'eau a été détectée, les travaux ont consisté tout d'abord à sécuriser, à isoler la zone pour localiser et creuser avec précision autour la canalisation endommagée. Ensuite, à trouver l'emplacement de la fuite et de la stopper rapidement. C'est cette conduite-là qui a connu beaucoup de fuites. Et nous avons décidé aujourd'hui de colmater. Parce que ces fuites-là sont à la base de chute de rendement. Suite même de diminution d'eau au réseau. Des travaux similaires ont eu lieu également sur les avenues des Aïeux et du Congo, toujours à Limete Salongo. Là encore, la direction régionale, la régie des eaux Kinshasa-Est, avait déployé ses équipes, des techniciens munis de kits complets pour une intervention rapide. Question de réparer les canalisations endommagées. Les abonnés de la régie des ESA ont été invités à s'acquitter régulièrement de leurs factures. Les abonnés de la direction Kinshasa-Est, nous leur demandons de se calmer, de continuer à faire confiance à leur entreprise. Par ailleurs, la régie des ESA reste déterminée à améliorer l'accès à l'eau potable pour tous les citoyens, tout en renforçant ses infrastructures et en assurant également la pérennité de ces services malgré de nombreux défis. Question, où en est-on avec les travaux de construction des infrastructures dans le cadre du programme de développement des 145 territoires, particulièrement dans les Kwilu et les Kwango? Le conseil spécial du chef de l'État en charge des suivis de ces projets a effectué une mission d'inspection dans ces 2 provinces. Érudit Skitutu. C'est dans le but d'évaluer la mise en œuvre du programme de développement des 145 territoires dans les provinces de Kwilu et Kwango que le conseil spécial du chef de l'État, chargé de suivi du dit projet, a effectué une mission d'inspection. L'ingénieur civil en construction, Dieudonné Chakambila, a apprécié sur terrain la qualité, l'état d'avancement et la conformité des travaux. Une démarche technique mais aussi symbolique qui vise à rassurer les populations locales sur la matérialisation des promesses de développement. Ils sont très fiers, très contents. On venait, on voyait l'école foutue, mais l'État vient nous aider et nous remercions le président de la République. De nouveaux bâtiments administratifs, les centres de santé, les écoles sont sortis des terres dans les 2 provinces du Grand Bandundu. Le plan des 145 territoires, vision phare du chef de l'État, c'est l'ouverture de tout. Parce que si tous ces bâtiments, les écoles, les bureaux administratifs du territoire, les centres de santé, si une fois ça arrive à la fin, mais tout est fait pour le chef de l'État. Aucun coin de la République, aucun territoire qui va se dire que tel a plus d'avantages que l'autre. Même les provinces qui ont plus de moyens, même ceux qui ont moins de moyens, tout le monde a bénéficié le même don et la même construction. Donc c'est pourquoi que la population a fait confiance à notre chef de l'État. Le fait de voir déjà ces grands projets, il s'est dit non, avec lui,
c'est qu'il y aura encore d'autres bonnes choses. Au-delà des briques et du béton, ce sont les espoirs des communautés locales qui prennent forme. Un pas de plus vers une République démocratique du Congo équilibrée, équitable et décentralisée. Ce sont des avenues qui portent le poids de l'histoire, pour certaines du pays et d'autres de la ville capitale Kinshasa. Et aujourd'hui, en état de délabrement avancé, les avenues Bokassa, Rwakadingi, Plateau et Flambeau ont été inspectées. Du moins, le ministre des Infrastructures et Travaux publics est allé constater l'évolution des travaux de réhabilitation. Robert Naï. À Kinshasa, plusieurs chantiers de voies urbaines avancent tandis que de nouveaux travaux sont sur le point de démarrer. L'honorable Ron Bimola, député national élu de Barumbu, a préparé à une descente d'inspection aux côtés du ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza-Luanda, dans les communes de Barumbu et de Kinshasa. Constater l'avancement des chantiers et planifier les prochaines étapes. Il a été confirmé. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Kassai débuteront dans 2 semaines. Axe stratégique de désengorgement, cette voie constitue un accès essentiel au centre-ville pour les habitants de Moamba et de la Tchangou. Cette réhabilitation concrétise une promesse faite par l'honorable Ron Bimola à la population de Barumbu, pour laquelle il a mené un plaidoyer constant auprès des autorités compétentes. Nous avons fait la commune de Kinshasa, nous avons également fait la commune de Barumbu. L'urgence est d'agir car, comme vous le savez, la ville de Kinshasa est actuellement victime d'embouteillages endémiques, systémiques. Et le ministre des ITPR ici présent manifeste la volonté du chef de l'État à apporter un changement réel aux préoccupations de la population. Nous avons fait l'avenue Kassai, nous avons fait l'avenue Rwakadingi, Plateau, nous avons fait Kabamba, nous avons fait Bokassa, nous allons encore faire Flambeau. Beaucoup de travail est effectué actuellement par le ministre, par le gouvernement, bien sûr sous la vision du chef de l'État. Et nous sommes là pour montrer à la population que nous connaissons leurs problématiques et que nous sommes sur le terrain. Maintenant, nous avons à déplorer beaucoup de problèmes dans l'exécution des travaux, notamment les problèmes des marchés sauvages qui freinent la réalisation des travaux. Dans le même temps, les avenues Rwakadingi, Plateau et Kabamba sont déjà en chantier, tandis que les avenues Bokassa et Flambeau affichent une réhabilitation bien avancée avec une livraison attendue très prochainement. J'en parlais dans le titre. Les premières gouttes de pluie sont tombées ce matin dans la capitale. C'est le retour de la saison des pluies. La Mételsat alerte sur une pluviométrie abondante plutôt les 4 prochains mois. La première lecture de ce matin ou de matin ordinaire sera forcément la météo. C'est un commentaire signé Yolande Voka sur les images de Tony Djouma. Suivez. La pluie à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est dimanche matin, une faible pluie a arrosé plusieurs communes de la capitale. Les habitants craignent des inondations comme ce fut le cas en début d'année et sollicitent l'accélération de travaux de curage de caniveaux tels qu'amorcés par le gouvernement de la République. Les travaux de terrassement de caniveaux n'ont pas été suffisamment bien faits, mais il n'est pas trop tard pour mieux faire. Donc ils peuvent toujours se rattraper en faisant le curage des caniveaux le plus rapidement possible. Les chantiers qu'ils ont déjà ouverts, ils n'ont qu'à les terminer. Un parapluie par rapport à la saison des pluies qui s'annonce déjà? Bon, là, c'est à acquérir dans les jours à venir parce qu'il faut avoir aussi des bottines. Hein. Il y aura une inondation partout ici. On va se promener en saut de mouton. Et ça, un bateau déjà. Il y a des gens qui ont construit des maisons le long des avenues affectées par les travaux. Les eaux souvent débordent dans certaines communes, notamment Barumbu, Kinshasa et même au quartier Kingabwa dans la commune de Limité. L'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Mételsat, tire la sonnette d'alarme sur le comportement à adopter. Il a plu abondamment dans les Kouilo et Bandundu et c'est ce qui nous a affecté la nuit. Si toutes les conditions étaient tellement réunies, on devait avoir aussi une forte pluie à Kinshasa. Nous dirons aux personnes qui sont au bord des rivières, toujours nous l'insistons, les gens qui sont au bord des rivières, ceux qui sont dans des zones inondables, les zones à haut risque,
de pouvoir prendre leurs mesures de disposition pour ne pas tomber vulnérable lorsqu'il y aura de fortes pluies, par exemple. Avant de quitter votre maison, essayez de jeter un coup d'œil sur les bulletins météorologiques pour savoir quel temps il va faire afin de vous protéger contre les risques des aléas météorologiques. Le civisme de la population en cette période de pluie est recommandé pour lutter contre les maladies hydriques et surtout ne pas jeter les immondices dans le caniveau. La semaine du président de la République en images et commentaires avec Pimambeso Moïsa. Les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Cyril Matamela Ramaphosa renforcent les relations bilatérales d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Pretoria. C'est ce qui ressort de la récente visite de travail effectuée en Afrique du Sud par le président Félix Tshisekedi à l'invitation de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Les deux chefs d'État se sont entretenus pendant plus de 2 heures au palais présidentiel Malamba Ndlovu de Pretoria. Si aucune déclaration n'a été faite à l'issue du déjeuner de travail, les délégations de deux chefs d'État ont attesté que les échanges ont porté sur des sujets d'intérêt commun et stratégique entre la RDC et l'Afrique du Sud, soulignant que cette visite du chef de l'État s'inscrit dans le cadre de renforcement de la coopération stratégique entre Kinshasa et Pretoria dans divers domaines politiques, économiques, diplomatiques et sécuritaires. À Kinshasa, la cité de l'Union africaine, Francisco Xavier Meireles, ambassadeur de Portugal, a été reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le diplomate portugais était porteur de messages du président Marcelo Rebelo de Sousa à son homologue de la RDC. La prochaine candidature au Conseil de sécurité des Nations Unies intéresse le Portugal qui sollicite l'appui de la RDC. Toujours à la cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi eu des entretiens avec le ministre d'État congolais chargé des infrastructures Jean-Jacques Mbouya, porteur de messages du président Denis Sassou Nguesso. Le principal projet d'intégration régionale entre la RDC et le Congo-Brazzaville se focalise toujours sur la construction d'un pont route-rail reliant Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées au monde, dans le bonheur des populations du majestueux fleuve Congo. Le vendredi 19 septembre, le chef de l'État a présidé à la Cité de l'Union africaine la 59e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Selon le compte-rendu du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, la communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir la nécessité de prévenir les naufrages sur les voies navigables, revenant ainsi sur les naufrages du 10-11 septembre qui ont endeuillé des familles congolaises. Le deuxième point concernait la situation des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Le chef de l'État a tenu à attirer de nouveau l'attention du Conseil des ministres sur cette situation préoccupante. Marquant de la semaine en 5 minutes avec Mami Kadima. Au cours de la semaine qui s'achève a été riche en événements de faits d'actualité. La rentrée parlementaire a été ce fait marquant relayé par l'ensemble des médias du pays. La session parlementaire de septembre 2025, essentiellement budgétaire, s'est ouverte ce lundi 15 septembre dans les 2 chambres, dans un climat tendu, exacerbé par la pétition émise contre le bureau. C'est sous cette haute tension que le président visé par cette pétition, Vital Kamerhe, s'est exprimé et a placé en priorité la défense de l'intégrité territoriale du pays et l'amélioration des conditions de vie de la population. Toujours dans les chapitres parlementaires, coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Chine continue de se renforcer sur les plans diplomatiques et parlementaires. Ce jeudi, le premier vice-président du Sénat a reçu les vice-présidents de l'Institut des affaires étrangères du peuple chinois. Les échanges ont tourné autour de la consolidation de la diplomatie parlementaire entre les 2 nations à travers un partenariat stratégique global fondé sur le respect, l'amitié et la coopération gagnant-gagnant.
Autre fait marquant, en tournée nationale, la première ministre Judith Suminwa a lancé la semaine qui s'est achevée une série de grands travaux pour désenclaver la province du Tanganyika. La réhabilitation du boulevard Lumumba, la modernisation du port international. Plus de 70 millions de dollars américains investis pour reconnecter cette province aux pays voisins. Une tournée aux allures de plan relance. Parlons santé à présent, course contre la montre dans la riposte contre Ebola à Boulapé dans les Kasaï, l'un des épicentres de l'épidémie. Un lot important de vaccins a été acheminé à Boulapé. L'OMS et les autorités congolaises poursuivent leur campagne de vaccination en ciblant les agents de santé ainsi que les personnes ayant été en contact avec des cas confirmés. Signalons que cette épidémie a déjà fait 31 décès sur les 38 cas confirmés dans les Kasaï. À Kinshasa, le samedi dernier, le directeur général du BCECO a effectué une inspection des travaux de réhabilitation et de modernisation de la voirie urbaine. Cette visite lui a permis de parcourir plusieurs communes de la capitale pour constater l'état d'avancement des chantiers lancés il y a 6 mois. Et puis un SOS de la population sur les embouteillages vécus au quotidien dans la capitale. Elle plaide pour l'accélération des travaux de réhabilitation de routes à travers la capitale. Par ailleurs, la ministre des Hydrocarbures était en visite d'inspection dans les installations logistiques de CEP Congo et de l'Erexcom Petroleum à Maluku. Question de s'imprégner de la situation qui prévaut dans les secteurs des hydrocarbures, particulièrement dans l'approvisionnement national et spécifiquement dans la zone ouest de la RDC. Et pour clore, l'insécurité a élu domicile à Kinshasa. Des bandits à main armée ont dévalisé dans la semaine plusieurs commerces et ont attaqué certains foyers. La commune de Mongafula a été particulièrement touchée par cette insécurité grandissante. Voilà tout pour ces faits marquants de la semaine. Ce 21 septembre, c'est aussi la journée mondiale contre l'Alzheimer, une maladie neurodégénérative, progressive et irréversible qui touche les fonctions cognitives, est souvent mal diagnostiquée sous les tropiques et attribuée parfois à des forces occultes. Diagnostic, prévention et prise en charge avec Toto Céleste Songo. Suivez. La maladie d'Alzheimer est une pathologie neurodégénérative qui touche majoritairement des personnes âgées. Elle se manifeste progressivement par des troubles de mémoire, des pertes de repères, des changements de comportement ou encore une difficulté à accomplir les tâches quotidiennes. Il n'existe pas une cause précise de la maladie d'Alzheimer, mais nous pouvons parler en termes de facteurs. Et parmi ces différents facteurs, nous avons l'âge qui peut entrer en jeu, parce que vous savez, plus vous vieillissez extérieurement, intérieurement aussi, tous les organes du corps vieillissent, et en particulier les cerveaux, et ce qui peut faire qu'avec le temps, vous puissiez développer la maladie d'Alzheimer. Il y a aussi les facteurs génétiques, mais il y a aussi votre mode de vie. Par exemple, les personnes qui ont une consommation accrue d'alcool, consommation accrue du sel, peuvent avec le temps présenter des troubles cardiovasculaires qui peuvent l'amener avec le temps à développer des troubles en rapport avec le fonctionnement intellectuel. Médecins et spécialistes appellent à reconnaître les signes précoces, oubli fréquent, troubles du langage, désorientation. Une détection à temps permet un accompagnement plus efficace. Quels sont donc les symptômes qu'on peut avoir lorsqu'on développe cette maladie? Nous avons la mémoire qui peut être touchée. Ça peut commencer par des petits troubles de mémoire où la personne a des difficultés à pouvoir se rappeler des événements récents. Généralement, nous conseillons des traitements non médicamenteux et les traitements médicamenteux. Concernant les traitements non médicamenteux, puisque c'est un processus qui va évoluer, nous recommandons généralement aux personnes touchées de pouvoir lire quotidiennement. Nous avons remarqué que les personnes qui lisent ou qui étudient quotidiennement ont moins de troubles de mémoire. Face à la progression silencieuse de la maladie d'Alzheimer, il est important de briser le silence, de soutenir les malades et leurs familles
et aussi de renforcer les actions communautaires pour une prise en charge digne et humaine. Et cette interrogation, la RDC est-elle passée d'une économie simple à une économie de guerre? Sur le terrain, la ville de Goma, sous occupation rwandaise, peine à écouler ses produits agricoles, et de l'autre, les consommateurs se disent privés des produits tels que les haricots plutôt, la viande fraîche et autres. Les conséquences économiques de cette guerre injuste, c'est le focus de ce soir avec Edith Chala. Suivez. La guerre imposée dans l'est de la République démocratique du Congo par le Rwanda déstructure l'économie nationale. C'est l'un des objectifs des agresseurs et leur brigade avancée, l'AFCM 23. Mettre à terre ce peuple, résilient et fondamentalement attaché à sa terre. Les haricots, les pommes de terre, la viande fraîche, les saucisses qui inondaient il y a peu les marchés de Kinshasa se font rares et les prix ont pris de l'ascenseur. Au marché Zigida, les femmes vendeuses expliquent leurs déboires. Les itinéraires sont plus complexes que d'habitude, avec incidence réelle sur le coût. De Kalemi à Kinshasa via Goma, ce poisson coûtait moins cher. Pour le moment, c'est Kalemi-Kinshasa son transit et nous payons cher la douane, ce qui augmente les prix de vente, mais personne n'achète faute de la clientèle. Nous voulons la fin de la guerre car de Goma, Butembo, Beni jusqu'à Kinshasa, ce transit entraîne aujourd'hui plusieurs charges et dépenses. À Goma, le ressenti est le même. De moins en moins d'acheteurs venus de Kisangani, de Kindu ou de Kinshasa. À Birere, les femmes vendeuses sont inquiètes. Elles sont pressées de voir la guerre se terminer pour que les Rwandais rentrent chez eux. Ces produits qui, pour certains, prenaient les cargos depuis l'aéroport de Goma pour différentes destinations dans le pays, moisissent quelque part à Massissi, à Rutshuru ou à Goma même. Les fromages sont attendus à Kinshasa, comme les saucisses d'ailleurs, mais traversés au Rwanda puis revenir à Beni pour être transportés ensuite à Kisangani ou à Kinshasa fait grimper le prix. Les commerces s'effondrent et l'envie de revoir Goma, Bukavu reconnecté à d'autres grandes villes du pays grandit tous les jours. Cette mesure pèse 1,5 kg. Les prix des haricots produits dans différentes contrées se vendent à différents prix. Tout le monde décrit la vie chère observée sur les marchés. Nous sommes devenus aujourd'hui tous déplacés. C'est pourquoi il y a rupture des produits agricoles en provenance de Rutshuru. Depuis, nous dépendons du Rwanda où tout est vendu en dollars. Il devient difficile d'acheter pour vendre. Un appel lancé aux autorités et tous les autres partenaires impliqués dans la recherche des solutions de faire tout ce qui est à leur pouvoir pour arrêter la guerre. Et la paix, c'est sur toutes les lèvres. Y parvenir, c'est une quête au quotidien. Ce 21 septembre, le monde célèbre justement la paix. Parlant de la paix, l'on se pose des questions sur les conditions des personnes vulnérables en temps de guerre, notamment les enfants. Érudit Kitoto pour plus de détails. Le 21 septembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée de la paix, une journée que les Nations Unies ont dédiée à la paix et particulièrement à l'absence de guerre qui doit se manifester par un cessez-le-feu dans les zones de combat. D'où cet appel global à faire taire les armes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous voulons que la guerre termine. Nous voulons que la paix revienne à l'Est. Nous avons besoin de rentrer dans nos familles. J'ai envie de retourner chez moi pour aller faire les champs, aller travailler pour ma famille et trouver une vie meilleure.
Parmi les victimes de l'agression dans l'Est de la RDC figurent les enfants dont la vulnérabilité n'est plus à démontrer. Nés dans la guerre, grandis sous les balles, sans jamais connaître la paix, car les balles n'ont jamais cessé de crépiter. Depuis plus de 30 ans, nous ne faisons que parler du même slogan de la paix dans la partie Est de la RDC. Et à travers cela, il y a des situations difficiles à expliquer, dont par exemple les enfants qui vivent dans cette partie du pays. Il y a de ces enfants qui ont du mal à aller à l'école parce que tout simplement, il y a des guerres, il y a des affrontements à chaque moment dans leur milieu habituel. Ces enfants se retrouvent dans des camps de réfugiés ou de déplacés, j'allais dire, parce que c'est en RDC. Il y en a qui se retrouvent sans parents, orphelins. Donc c'est des situations que nous sommes en train de déplorer depuis que le RENADEF a vu le jour en RDC jusqu'à ces jours. Traumatisés, déplacés, privés d'éducation et de soins, ces enfants portent les cicatrices d'un conflit qui ne les a jamais épargnés. En cette journée internationale de la paix, les enfants de Goma nous rappellent une vérité simple. Ils n'ont pas choisi la guerre, ils méritent la paix. Journée internationale de la paix, on en parle dans ce journal et nous recevons Madame Liliane Temouni qui est marraine pour la paix, marraine internationale pour la paix, qui est également vice-présidente de l'association Sans Frontières. Madame, bonsoir. Bonsoir. Parlez-nous un peu de votre association. Quelles sont les activités que vous menez? L'association s'occupe surtout des enfants, des opérations des enfants, les médicaments, survivre pour ces enfants qui vivent avec des grosses malformations. On est allé à Goma au mois d'octobre 2024 pour aller dans les camps des déplacés. On a amené 2 tonnes de dons qu'on a distribués avec la Croix-Rouge. Je remercie encore le président Matesso, Grégoire Matesso de la Croix-Rouge. Il nous a accompagnés avec la secrétaire générale. On a fait la distribution. On a pu donner à plus de 1500 familles. C'est pas assez, il y a énormément. Alors aujourd'hui, nous menons une campagne de solidarité pour pouvoir retourner encore avec beaucoup plus que ce qu'on avait eu pour distribuer à toutes ces familles. Campagne de solidarité ou appel aux dons? Les deux, campagne de solidarité et appel de dons, c'est un peu la même chose. On appelle tous les dons. D'ailleurs, je veux dire, on peut les déposer au 40 avenue de la Justice à la Croix-Rouge nationale et à la rue de la Croix-Rouge à la commune de Kinshasa à la Croix-Rouge même. Tous les dons sont attendus là, comme on a fait l'année passée. Et tout sera acheminé pour l'Est. Alors, comment y arriver? Vous lancez une campagne. Quelles sont les activités susceptibles de faire en sorte que ceux-là, les personnes de bonne volonté, que ces personnes de bonne volonté se manifestent finalement? Je fais appel. Toute seule, je ne pourrais pas. Mais avec vous, toute personne qui me regarde en RDC, à l'étranger, diaspora et tout, venez-nous en aide pour pouvoir aider cette population. Je me suis rendue sur place, c'est dur à voir. J'ai même ouvert un orphelinat en une journée. On a recueilli 52 enfants. On a eu des familles qui sont venues à l'orphelinat et qui ont trouvé leurs enfants un an après. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la paix. Un message à l'endroit des personnes vulnérables, mais plus singulièrement, ces enfants qui souffrent, qui sont dans le territoire occupé. Tout ce qu'une maman peut souhaiter, c'est que ses enfants aient le bonheur comme tout autre enfant, qu'ils puissent étudier, qu'ils puissent avoir la paix. On a beaucoup des enfants qu'on a eu à l'orphelinat qui ont vu leur maman violée, leur papa tué. Quelle paix ils peuvent encore avoir si on n'est pas derrière ça? On doit vraiment se battre pour la paix.
c'est un message en tant que marraine de la paix pour toute l'Afrique centrale. Merci beaucoup, Madame Liliane Temoni. Je signale que vous militez ou vous œuvrez dans l'humanitaire au bénéfice surtout des enfants. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. La paix dans la partie est du pays, la notabilité de la communauté Grand Kivu s'est exprimée à travers son président Joseph Kinzo. C'était au cours d'une cérémonie organisée en mémoire du général-major Peter Chirimwami. Yvette Mapuntima. À l'occasion de la Journée mondiale de la paix célébrée chaque 21 septembre, la notabilité et communauté Grand Kivu s'est réunie à Kinshasa autour de son président Joseph Kinzo. Objectif, promouvoir la paix dans l'est de la RDC, particulièrement dans les Grands Kivu, meurtris par l'insécurité récurrente liée à l'agression rwandaise et à ses supplétifs du M23. Nous continuons à encourager nos enfants à pouvoir se ranger aux côtés de FRDC, de Wazalendo pour défendre la patrie. Cette rencontre solennelle a également servi de cadre pour honorer la mémoire du général-major Peter Chirimwami Nkuba, tombé au front, sa famille biologique qui était présente à cette cérémonie marquée par la levée officielle des deuils. La notabilité et les communautés du Grand Kivu se sentent honorées de l'acte qu'a posé le chef de l'État qui a reconnu les mérites d'un digne fils du Grand Kivu et de la République en général, en la personne du lieutenant-général Peter Chirimwami, en l'élevant au rang d'héros national. Les interventions se sont succédées pour appeler à l'unité, à la cohésion nationale et à un soutien renforcé au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa lutte pour la restauration de la paix et de l'intégrité territoriale du pays. Les membres ont salué la participation de leur délégation dans les différents processus de paix, tout en encourageant le rôle joué par les Wazalendo dans la défense de la nation. Et le Brésil accueille le 2e sommet mondial de l'alimentation scolaire. La RDC a été présente à ces rendez-vous à travers la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou. Cette dernière a présenté la situation de l'enfant dans les zones occupées par l'armée rwandaise et ses supplétifs de la FCM 23. Anastasie Dombo. La ministre d'État de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a pris part au 2e sommet mondial sur la coalition mondiale de l'alimentation scolaire tenu à Fortaleza au Brésil. La patronne de l'éducation congolaise est intervenue sur le thème « Filet de sécurité stratégique, renforcer la résilience et le capital humain ». La ministre d'État a dans son mot rappelé que près de 43% des enfants de moins de 5 ans en République démocratique du Congo souffrent de malnutrition chronique. Une situation alarmante qui a poussé le gouvernement congolais à faire de l'alimentation scolaire un pilier central de sa politique de protection sociale. L'alimentation scolaire ne se limite pas pour nous à un repas. Elle est un outil de protection et de stabilité, surtout dans des contextes de crise sécuritaire et humanitaire. Et dans certaines provinces, comme la province du Tanganyika, nous faisons face aux effets du changement climatique qui donc affectent la sécurité alimentaire de nos populations. C'est pourquoi notre stratégie donne la priorité aux zones rurales et aux zones d'urgence afin de fournir une réponse immédiate. En marge de sa participation, Raissa Malou s'est entretenue dans le cadre des contacts bilatéraux avec Daniel Balamba, directeur du Centre d'excellence contre la faim basé au Brésil. Question de partager l'expérience sur la conception et la gestion des cantines scolaires, notamment les modèles brésiliens. Les jeunes réfléchissent en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Les jeunes de la République démocratique du Congo, du moins une délégation, participe au forum Business à New York. D'autres précisions dans ces commentaires de Nadine Yango. Le cœur de l'Afrique s'élève, la République démocratique du Congo, pays qui regorge plusieurs matières d'origine naturelle, solides, liquides ou gazeuses, prendra une part active à investir in DRC Ball and Business
qui se tiendra à New York. Ce forum international permettra à la RDC de présenter ses potentialités naturelles et ses différentes richesses, essentiellement le minéral. C'est une table ronde d'affaires qui se tiendra sous l'égide de Awakening African. Les hommes d'affaires américains et congolais mettront leur savoir-faire pour permettre aux jeunes de rentabiliser les potentialités en ressources minérales et autres. Une occasion offerte aux jeunes Congolais de faire de leur rêve une réalité. L'autorité des régulations de postes et télécommunications de la RDC a pris une part active au lancement du rapport sur l'économie numérique nationale. On en parle avec Guy Matondo. Cette rencontre avec les acteurs majeurs du secteur mobile pour stimuler la croissance économique par la transformation numérique met en lumière le rôle central des technologies mobiles dans la numérisation. Le président de la RPTC, l'autorité de régulation de postes et télécommunications de la République démocratique du Congo, Christian Katende, a martelé sur le fait que sans infrastructures robustes et accessibles, la révolution numérique ne peut avoir lieu. C'est pourquoi, insiste-t-il, il faut déployer la fibre optique pour relier tous les coins et recoins du pays entre eux et le reste du monde. De par sa position stratégique, la République démocratique du Congo est appelée à être un hub numérique de l'Afrique centrale et le pays se doit d'étendre les réseaux mobiles, la 4G et bientôt la 5 afin que chaque Congolais où qu'il se trouve ait accès à un Internet de qualité. La RPTC entend jouer son rôle d'arbitre impartial, veillant à la fois au respect de règles et à l'épanouissement de l'innovation. Mais en tout et pour tout, le capital humain congolais est déterminant dans la construction de l'économie numérique. Les laboratoires ultramodernes du CEC, des équipements et technologies capables d'analyser avec précision de matières précieuses, en mission dans l'espace Grand Katanga, le ministre des Mines, Louis Watoum, a visité ces laboratoires du CEC. Nadine Futuka. Ce laboratoire ultramoderne du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales dispose du matériel haut de gamme pour l'expertise, la certification et contrôle de substances minérales. De passage à Kolwezi, le ministre de Mines, Louis Watoum Kabamba, s'est dit impressionné par la qualité du matériel répondant aux normes internationales requises. La raison, c'était venu me rendre compte du grand travail abattu et voir comment ça se passe sur terrain. Et je peux vous dire une chose, je suis très fier de cette équipe. Du grand travail intellectuel d'abord qui allait dans la conception de ce laboratoire et même des machines qui sont de dernière génération que j'ai trouvées ici. Et également l'investissement significatif qui a été consenti ici. C'est une démonstration très puissante de la vision du chef de l'État. Dans ces laboratoires du CEC à Moussampo, professionnalisme et rigueur font bon ménage. Le staff dirigé par le directeur général du CEC, Freddy Mwamba-Kaninku, veille à ce que tout se fasse dans les normes, la transparence et la protection de l'environnement. Une visite qui illustre la détermination du gouvernement à moderniser le secteur minier et à garantir une exploitation responsable, durable et compétitive de richesses du pays. Évaluer la possibilité d'installer des infrastructures dans le domaine agricole, eh bien, la réserve stratégique s'y attelle. Les silos seraient également l'une des solutions pour le stockage. Eh bien, les coordonnateurs de la réserve stratégique générale, Serge Moulumba, s'inspirent de l'expérience sud-africaine. Yvette Makuntima. Vers l'installation des silos modernes pour la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. En mission officielle à Johannesburg, en Afrique du Sud, le coordonnateur de la réserve stratégique générale, Serge Moulumba Kachi, a engagé une échange stratégique avec des entreprises sud-africaines. Objectif, établir un partenariat pour l'installation des silos modernes en République démocratique du Congo. Ces infrastructures permettront un meilleur stockage de denrées alimentaires, garantissant ainsi la sécurité alimentaire à travers le pays. Le but principal de notre mission ici en Afrique du Sud, c'est de pouvoir répliquer ce genre d'infrastructure que vous voyez derrière nous, essentiellement pour des denrées alimentaires périssables comme le maïs. Le maïs est identifié chez nous comme étant un produit stratégique. Ce genre d'infrastructure devrait être installé dans des zones ou des régions à fort potentiel agricole, comme vous l'avez vu ici, afin de permettre de pouvoir stimuler la production locale. Nous allons donc travailler avec les producteurs locaux
permettre de développer davantage leur culture. Et nous allons par la même occasion donc racheter leur production ou même leur permettre de stocker tout simplement dans ces infrastructures. Les coordonnateurs de la réserve stratégique générale ont insisté sur l'urgence de doter la RDC d'installations adaptées, notamment dans les zones à fort potentiel agricole, afin de booster la production locale et réduire les pertes post-récolte. Ces partenariats marquent une étape concrète vers la matérialisation de la vision du chef de l'État pour une souveraineté alimentaire durable. C'est la rentrée littéraire et nous en sommes à la 9e édition. L'écriture au service de la paix en RDC a été au centre de cette 9e édition. Redépendant. Lancée par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elebe-Mandembo, la 9e édition de la grande rentrée littéraire a fermé ses portes le samedi 20 septembre avec les appels à l'appropriation culturelle, artistique, spirituelle et philosophique des Congolais. Bayouwa Dimvozolo, auteur du livre Kulumbimbi, unique ouvrage baptisé par la ministre Yolande Elebe, qui retrace ici les origines ancestrales en relation avec les Portugais. La littérature est l'esprit des nations, l'esprit des peuples. Si une littérature a une certaine connotation bien particulière, elle peut atteindre facilement des buts qu'elle s'est assignés. Par exemple, promouvoir la paix. Les masques Soukou, rapatriés il y a peu par le roi des Belges Philippe, grâce à la diplomatie agissante du président Félix Antoine Tshisekedi, est un symbole de la grandeur du peuple congolais, a confié Mwadi, l'une des exposantes. L'écriture fait partie de la cohésion nationale. Nous avons voulu raconter l'histoire pour que nos enfants sachent qu'il y a eu un jour le retour des masques. Placé sous les termes Voix des femmes, écho des résiliences, quand la littérature bâtit la paix, la grande rentrée littéraire a été une véritable vitrine de la littérature congolaise au service de la paix. Jean-Tini Ngobila, ancien gouverneur de Kinshasa, fait docteur honoris causa à l'université Belcampus. Willy Atunakov nous en parle dans ses commentaires. Ce titre honorifique de docteur honoris causa lui décerné vendredi 19 septembre 2025 par l'université Belcampus de Kinshasa vient couronner les parcours politiques combien élogieux et l'engagement loyaliste de cet ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, sénateur Jean-Tini Ngobila Mbaka, reconnu pour ses réformes engagées, son dévouement à la cause de la nation sous le leadership du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment dans les secteurs des infrastructures de base telles que la réhabilitation et la construction des routes transcommunales. Dans son exposé empreinte de gratitude, le nouveau docteur honoris causa a livré une leçon académique sur les thèmes gouvernance de la ville-province de Kinshasa et perspectives pour une ville émergente. Nous avons développé ensemble avec cette belle équipe composée de ministres et de commissaires spéciaux, des infrastructures modernes pour promouvoir l'économie locale et protéger l'environnement. C'est ainsi que nous avons construit des routes un peu partout à travers la ville sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette reconnaissance académique vient non seulement honorer les sénateurs Jean-Tini Ngobila Mbaka, mais aussi et surtout mettre en lumière les enjeux cruciaux de la gouvernance urbaine dans une Afrique en pleine mutation. Pas vers les retours à l'ordre constitutionnel. En Guinée, le projet de la nouvelle constitution a été soumis au référendum et les Guinéens ont voté ce dimanche. À Kinshasa, ils étaient nombreux à la représentation diplomatique et parmi ces électeurs, l'envoyé spécial secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, Mamita Bangoul. Les Guinéens se sont rendus aux urnes ce dimanche pour se prononcer par oui ou non au projet de la nouvelle constitution. Ce vote référendaire marque une étape décisive dans l'histoire institutionnelle de la Guinée. Le projet présente comme un outil de refondation démocratique divise l'opinion entre espoir de rupture et crainte de continuité. Dans un contexte politique tendu, le véritable enjeu demeure la capacité des autorités à garantir un processus inclusif, transparent, dans un climat de paix. Avec une forte mobilisation, il y a eu l'engouement de la diaspora venue à Kinshasa, du Gabon, de la Centrafrique,
et du Burundi de la République du Congo voisin. Selon les observateurs, la réussite de cette réforme dépendra autant du contenu du texte juridique que de l'adhésion sincère et massive du peuple guinéen. Et j'encourage tout un chacun à voter dans la paix. Ensemble, nous allons écrire une nouvelle page de notre histoire. En décidant de soumettre au référendum populaire de la nouvelle constitution, les autorités guinéennes engagent le pays dans une dynamique à la fois politique, sociale et institutionnelle. Les textes qui ambitionnent de refonder les bases de la gouvernance, de renforcer l'état des droits et d'intégrer des avancées en matière de droits humains suscitent à la fois espoir et réserve. Parmi les personnalités venues accomplir les devoirs citoyens figure Madame Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, qui a exprimé par sa présence son attachement aux valeurs démocratiques de son pays d'origine. Des infrastructures un peu partout, y compris des bâtiments officiels qui se modernisent. Le Congo central s'apprête à accueillir le nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale. Les voici en images et commentaires. Une année depuis l'arrivée de Grace Bilolo à la tête du Congo central, la province de Simo-Kimbangu est en plein chantier. À Matadi, par tant d'autres réalisations en cours, on retrouve la construction de la nouvelle assemblée provinciale dont le quartier Lankala, dont le travaux avait été lancé en février de cette année. En seulement 6 mois, ils ont connu une progression spectaculaire. La structure, déjà visible à plusieurs kilomètres, domine désormais l'horizon et nourrit la fierté de Matadiens. Nous remercions son Excellence, Monsieur le Gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo, pour tout ce qu'il est en train de réaliser, rien qu'une année depuis qu'il a été investi, mais on voit plusieurs changements. Cette initiative portée par le gouvernement provincial sous le leadership du gouverneur Grace Kwanga Maswangi s'inscrit dans les 4e piliers de son plan quinquennal consacré à l'aménagement du territoire, à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures. L'objectif est d'offrir à la première institution provinciale un cadre de travail moderne et fonctionnel tout en contribuant à la redynamisation urbanistique de la ville portuaire. Ces bâtiments conçus selon les standards modernes et réalisés par l'entreprise de génie civil SIC, Shandong Construct International, comprendra 2 bureaux spacieux, une grande salle de déniveau pour le plénier, plusieurs salles de réunion, un ascenseur ainsi qu'un vaste parking. De quoi permettre aux élus provinciaux d'exercer leur mission dans les meilleures conditions. Une nouvelle alliance politique qui vient de voir le jour. L'ADESCO et l'Alliance des démocrates et socialistes congolais ont créé un axe politique. Manu Mela pour les détails. Attiré par l'engagement politique de l'autorité morale de l'ADESCO et aux représentants du chef de l'État Tony Kankushiku, le PNRD a finalement exprimé le vœu de s'allier à l'Alliance des démocrates et socialistes congolais pour poursuivre et partager ensemble les idéaux politiques du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La matérialisation de son adhésion a été actée à travers la signature du cadre réglementaire qui régit l'ADESCO. Nous venons de marquer notre appartenance à l'ADESCO et je voudrais saisir l'occasion pour inviter toutes nos bases, nos militants et militants partout où ils sont, qu'ils sachent que dès aujourd'hui, le PNRD égale ADESCO. Ensemble, nous acheminons avec un objectif clair sur la bénédiction de l'autorité morale, M. Tony Kankushiku. À travers lui qui nous donne cette opportunité de pouvoir encore nous exercer dans la vie politique congolaise. Le secrétaire général Dan Marshall Moubenga, au nom de la présidente de l'ADESCO, Mme Jolie Mukindi, a remis des insignes et les statuts aux nouveaux adhérents pour qu'ils s'imprègnent davantage de son fonctionnement, prêchant l'unité, la cohésion nationale entre les acteurs politiques congolais et les patriotes. Mais Tony Kankushiku a accueilli à bras ouverts le Parti national des renouveaux pour le développement au sein de cette famille politique. Et voilà, c'est la fin de ces 20h magazine. Merci à l'équipe qui l'a réalisé. À vous aussi pour votre fidélité. Excellent suite de programme sur nos antennes et bonsoir chez vous.